quelques réponses au vu de la littérature actuelle. Donc, je vais vous passer rapidement cette diapo, puisqu'effectivement, en 2018, les experts se sont prononcés sur l'importance de s'intéresser à ces différents domaines pour pouvoir essayer d'améliorer nos prises en charge, probablement parce qu'auparavant, on n'y faisait pas suffisamment attention, et puis probablement qu'il faut qu'on fasse encore attention, on n'a sûrement pas suffisamment évolué sur nos pratiques dans nos centres. Les objectifs de sédation, eh bien, c'est assurer le confort de nos patients, permettre la ventilation mécanique, permettre que le patient soit confortable lors des soins, prévenir l'agitation. Et puis, on nous a bien expliqué sur ces recommandations de 2018 qu'il fallait absolument titrer notre sédation pour éviter les complications et utiliser les échelles qui sont dédiées à cette titration. Pourquoi titrer ? Parce que si on utilise des doses trop importantes, notamment de benzodiazépines comparativement aux sédatifs non benzodiazépines ou trop d'opioïdes, eh bien, on augmente le risque de délirium, et l'augmentation et le délirium, comme on vous l'a montré précédemment, eh bien, augmente le risque de mortalité en réanimation. Ça a été montré notamment dans le SDRA. Alors la sédation, on a appris à la faire, non pas je sédate tous mes patients pendant 15 jours et après c'est compliqué pour les réveiller, on a appris à titrer cette sédation, à aller du patient pas du tout sédaté au patient lourdement sédaté pour des indications comme le SDRA, comme l'hypertension intracrânienne, tout ça vous le savez. Et dans tous les cas, il va falloir faire de l'analgésie. Donc en fait, on a la sédation, on a l'analgésie, on nous dit de ne pas trop utiliser les benzodiazépines, on nous dit de ne pas utiliser trop... Et voilà, je savais que ça devait arriver. Excusez-moi, c'est tombé, on va le mettre à côté. Hop. Je le pose sur le côté, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, analgésie, toujours de l'analgésie, toujours une sédation, enfin le moins de sédation, mais toujours de l'analgésie. On parle sédation, analgésie, on n'utilise pas trop de benzo, pas trop d'opioïdes, alors on pense à une molécule, et on pense à la molécule, la kétamine, puisque cette kétamine, on sait qu'elle va avoir des effets bénéfiques sur la potentialisation des opioïdes, on sait en douleur post-opératoire, et on sait qu'elle a été découverte en 1962, elle permet une anesthésie dissociative, on la connaît pour les états de choc, on la connaît pour l'induction, et puis on sait que nos patients, ils vont être réveillés, conserver une hémodynamique satisfaisante, une ventilation spontanée, et puis finalement, ils vont avoir une analgésie correcte, ils vont être sédatés, et puis on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire avec eux. Donc cette molécule, elle a été un peu mise de côté dans les années 70-80 grâce aux nouvelles molécules de sédation qui sont apparues. Et puis on l'a remise au goût du jour, et surtout depuis une vingtaine d'années dans le contexte d'analgésie post-opératoire. Et puis depuis 2019, parce qu'il y a la nouvelle molécule S-kétamine, c'est l'énantiomère S de la kétamine. Il y a 2 énantiomères, S et R. Et S-kétamine est sortie depuis quelques années. Donc, l'action anti-NMDA de la kétamine, elle va nous aider dans beaucoup de situations notamment, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de récepteurs qui sont soumis à l'action de la kétamine. L'action, cette fameuse S-kétamine, elle a été pas mal mise en lumière grâce à l'effet antidépresseur assez puissant sur les dépressions qui sont très... on va dire profonde, notamment aux États-Unis pendant pas mal d'années avant qu'on puisse avoir l'AMM en Europe, grâce à cette S-kétamine qu'on s'injecte en spray, et ça a un effet antidépresseur qui semble être important. Alors la kétamine, pour revenir à nos recommandations, quelle place elle avait en 2018 ? En 2018, on l'a retrouvée simplement dans l'association de l'analgésie multimodale et on l'utilisait à toute petite dose pour pouvoir avoir cet effet potentialisateur des opioïdes. Et si vous regardez bien, c'est bien écrit « very low quality of evidence ». Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais c'était quand même recommandé. Agitation, sédation, rien du tout. Délirium, rien du tout. On nous disait juste de diminuer excusez-moi, avant que ça s'en aille, les doses de benzodiazépine.
Alors, elle a été pas mal étudiée depuis 2018, alors, pour voir si en réanimation, on pouvait l'utiliser de façon sécuritaire, parce qu'effectivement, ça a une action sympathomimétique, parce que ça limite la recapture des catécholamines endogènes. Donc, en fait, il y a quand même une certaine inquiétude sur les effets hémodynamiques que ça peut impliquer si on la procure en posologie, en dose continue. On a regardé aussi sur les SDRA, est-ce que c'était bénéfique? Il y a visiblement une diminution dans cette étude sur le Covid-19, une amélioration du rapport P sur F. Donc on a des effets sur plusieurs études qui ont été bénéfiques d'une manière globale. Et donc, bien sûr, on a dit, c'est un miracle, on peut utiliser cette vieille molécule, on va l'utiliser pour tout, et c'est merveilleux. On va partir sur cette nouvelle molécule qui va nous permettre de limiter le délirium grâce à l'épargne morphinique, hypnotique, etc. Donc on va reprendre un petit peu différents points de ce miracle et puis on va essayer de décortiquer un peu la littérature pour voir si c'est un vrai miracle. Donc l'épargne morphinique, l'épargne hypnotique. Donc, il y a une vingtaine d'années, les Rennais ont travaillé sur la kétamine en chirurgie lourde abdominale, en réanimation. Et sur le graphe de droite, vous voyez qu'effectivement, des doses de kétamine de 2 gamma-kilo-minute, vous voyez, sur 24-48 heures, permettaient de diminuer la consommation en morphine en PCA. Donc, des faibles doses permettent de prévenir la consommation, enfin de diminuer la consommation en morphine. Ici, une étude toujours en réanimation, dans des réanimations chirurgicales, peu de patients. Il faut savoir qu'il n'y a quand même pas tant de patients que ça dans ces études-là. Rétrospective ici, avant-après l'introduction de la kétamine, toujours des faibles doses, 0,3 mg/kg. Et bien là, vous diminuez en équivalent morphine la dose de kétamine. Donc finalement, on a une épargne morphinique. Et là, dans cette étude, ils montraient aussi une épargne de propofol qui était aussi confirmée. Donc a priori, une épargne de sédation confirmée. Pas mal d'études sont sorties et il y avait des études qui étaient anciennes. Donc, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2022, je crois, je ne vois pas très bien. Et 19 études ont été retenues pour l'analyse et 3 points, l'épargne morphinique, l'épargne en sédatif et la durée de ventilation mécanique, ça ne sortait que sur l'épargne morphinique. Et quand on regarde un petit peu, on a quand même une très grande hétérogénéité sur ces études, donc il faut faire attention quand même à l'interprétation, mais malgré tout, toutes les études, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens que des faibles doses de kétamine chez des patients de réanimation, eh bien, ça va plutôt dans le bon sens. Et quand on regarde un petit peu les différentes études qui ont été utilisées pour cette méta-analyse et qu'on s'intéresse à celles qui ont les critères de rigueur les plus importants, donc, vous voyez, on en a 3 là, donc on va en reparler un petit peu. Si j'ai regardé un petit peu ces 3 études notamment, eh bien, il y en a 2 des 3, c'est du post-op lourd et ce n'est pas forcément les patients qu'on voit maintenant en réanimation. Vous voyez, scoliose. Alors, vous allez me dire, la scoliose, on peut avoir des chirurgies très, très lourdes et les patients qui vont rester en réanimation, mais on est sur des patients, finalement, on comprend qu'il n'y ait pas eu une diminution de la sédation puisque ce sont des patients qu'on va réveiller très, très vite au final. Donc, ce n'est pas forcément la kétamine qui va aider là-dessus. Pour ce qui est de la chirurgie cardiaque, on a montré que là, effectivement, ça permettait de diminuer les morphiniques en chirurgie cardiaque et ça prouve que sur le plan cardiovasculaire, les patients étaient plutôt bien tolérants à cette kétamine en post-opératoire. Alors, il y a une étude, c'est l'étude de Clermont-Ferrand, qui, elle, s'est intéressée vraiment aux patients de réanimation avec une durée de ventilation mécanique plutôt prolongée. 162 patients, ils ont randomisé kétamine versus placebo, en plus d'une sédation. Et puis, avec des doses 0,2 mg/kg, vous voyez, l'outcome principal, c'était la consommation morphinique. Pas de différence sur les doses de rémifentanil médiane entre les 2 groupes. Pas de différence sur l'utilisation du rémifentanil au moment des différents soins de nursing. Mais quand on regarde quand même cette courbe, moi je trouve qu'il y a quand même un moment où il y a quelque chose qui se passe en fait. Au tout début, on voit que c'est vraiment presque parallèle, il n'y a pas de différence. Et puis un petit peu plus tard, au bout du 10e jour, 12e jour, je crois, on va entre 10 et 12, eh bien, on voit qu'il se passe un truc. On voit bien qu'il y a quand même 2 groupes de patients, mais ça ne sortait pas significatif. Donc ça veut dire que peut-être, eh bien, cette kétamine en analgésie, en réanimation, il va falloir réfléchir. C'est peut-être pas pour tous, c'est sûrement pour une partie de la population. Les patients chirurgicaux, on a en post-op chirurgie lourde
lourde, on a quand même des preuves dans la littérature. On a cette méta-analyse qui le montre. Les traumas sévères, probablement, parce qu'on a quand même ces douleurs chroniques qui commencent à être bien identifiées maintenant après la réanimation. Et ça aussi, il nous manque encore des données là-dessus pour pouvoir les mesurer. Mais probablement que ça va aider. Il y a d'ailleurs une étude sur la kétamine dans le trauma sévère qui devrait se terminer cette année. On aura peut-être des réponses. Alors, les morphiniques, les hypnotiques, c'est pas sûr, mais peut-être on a mis un peu tout le monde, où on a utilisé, enfin on a inclus des patients, c'est pas utilisé, c'est vraiment très mauvais terme, on a inclus des patients qui finalement étaient du post-op lourd et qui avaient un arrêt des hypnotiques assez rapidement, donc on ne pouvait pas avoir de bénéfice sur ce critère, peut-être. Je n'en sais rien. Alors, quel impact sur le délirium? Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'elle fait, Claire? Là, elle devient complètement folle avec le délirium. Ça crée la kétamine crée du délirium. Ça fait partie des effets secondaires qu'on connaît. Et en fait, l'équipe de Clermont-Ferrand, elle, n'a pas montré de bénéfice sur les morphiniques, mais par contre, elle a montré étonnamment une diminution. Leur deuxième outcome, c'était le délirium. Et ils ont montré qu'à faible dose, donc 0,2 mg/kg, ça diminuait l'incidence des déliriums. Et sur une analyse post-hoc, chez les patients qui avaient reçu la kétamine qui étaient dans le groupe kétamine, ceux qui avaient une induction par kétamine comparativement aux patients qui avaient une induction à d'autres agents anesthésiques, ces patients qui avaient kétamine du début à la fin avaient moins de délirium que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça a un effet sur les problèmes inflammatoires secondaires à une réanimation, à une pathologie grave, à un sepsis, parce que c'est des patients médicaux et chirurgicaux? Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cet effet. Puis, quelques années plus tard, 900 patients inclus dans une étude rétrospective. Et vous voyez là, 36% de délirium dans cette étude, pareil, suivi par KMICU de façon assez rigoureuse dans cette équipe. Et là, évidemment, on retrouve les opioïdes, on retrouve les benzodiazépines comme facteurs de risque de délirium, mais on retrouve aussi la kétamine avec la kétamine facteur de risque de délirium. Donc finalement, les auteurs se disent comment ça se fait, on ne trouve pas la même chose que l'équipe de Clermont-Ferrand, et ils analysent les patients qui ont de la kétamine enfin les déliriums versus pas de délirium. En fait, ils ont constaté qu'il y avait quand même une différence de dose entre les deux, 0,5 versus, vous voyez, 0,12, mais ça n'était pas significatif, il y avait simplement une tendance. Donc pour le délirium, les preuves pour des doses faibles pour prévenir le délirium, clairement on n'y est pas et les preuves sont insuffisantes. Et est-ce que c'est un effet dose dépendant? Pour l'instant, c'est ce qui semble sortir de la littérature, mais elle est très pauvre, évidemment. Alors les cérébrolésés. Les cérébrolésés, on s'est dit, est-ce que chez ces patients-là, on a tous appris qu'il ne fallait pas le mettre chez les cérébrolésés? Puis finalement, on a dit, les inductions, c'est possible. Donc les inductions ont été faites chez les cérébrolésés. Et puis après, on s'est dit, finalement, on n'a pas tant d'effets secondaires sur la pression intracrânienne. Il y a des études qui sont faites depuis pas mal d'années, puisque les études ont commencé dans les années 90. Deux revues de la littérature ont bien montré que finalement, il n'y avait pas trop d'effets sur la pression intracrânienne. Alors quand on cherche un peu dans les détails, on voit qu'il y a quand même des augmentations de concentration de pression intracrânienne, mais finalement, avec des choses qui peuvent se résoudre sans problème. Donc finalement, ces deux revues de la littérature nous disent pas d'effet sur la PIC, pas d'effet sur la PPC, mais attention, on a un très faible niveau de preuve dans ces deux études, que ce soit chez les traumas crâniens ou chez les patients non traumatisés. Donc, si on reprend le résultat de ces deux revues de la littérature, la kétamine n'élève pas la PIC, améliore plutôt la PPC, vu ses problèmes, vu ses conséquences hémodynamiques, avec une stabilité hémodynamique plutôt correcte, limiterait les consommations de noradrénaline, ça c'est dans la dernière étude d'en bas, et maintient la SVGO2, ça c'est Albanès qui l'a montré en 97. Tout ça pour des posologies qui sont utilisées à 0,5-2 mg/kg. Quand j'ai regardé grossièrement dans les études, les posologies qui étaient utilisées. Mais attention, toutes ces études, elles ont inclus des patients avec une compliance cérébrale conservée, des patients avec des DVE, des patients qui n'étaient pas en hypertension intracrânienne. Et quand on regarde un petit peu, on voit quand même qu'il y a une petite élévation de la PIC, donc méfiance sur les patients qui auraient une hypertension intracrânienne, à mon avis.
Alors, les spreading depolarization, elles ont été décrites chez les patients cérébrolésés graves et elles ont montré qu'elles augmentaient la mortalité de ces patients. Et évidemment, l'effet anti-NMDA a été étudié et surtout la sédation d'une manière globale en se disant est-ce que la sédation, les différents sédatifs vont diminuer ces SD. Étude multicentrique par le groupe qui travaille là-dessus, qui s'appelle le COSBID. Ils ont regardé tous les différents sédatifs à droite et ils ont vu que tout diminuait. Vous aviez une diminution du risque de survenue de SD chez les patients, avec tous les sédatifs. Et puis quand on regarde le graphe de gauche, eh bien, on se rend compte que par contre la différence de SD, en fait, elle est plus importante dans la kétamine. Et finalement, c'est le seul qui sort. Donc ça veut dire que la kétamine, elle a un effet plutôt bénéfiques selon leurs résultats sur le traitement de CSD, bien qu'il diminue avec toutes les sédatifs. Une autre étude, toujours le même groupe, les mêmes auteurs, ils ont regardé 33 patients sous eskétamine versus 33 sans eskétamine, faible et forte dose. En fait, en gros, c'était une cohorte. Et puis, ils ont regardé les SD. Les SD ont diminué en incidence, ont diminué en amplitude. Et quand on regarde à droite, eh bien, il n'y avait pas de modification de la pique, il y avait une PAM qui augmentait, une PPC qui avait l'air d'augmenter. Mais si on regarde les sédatifs, les sédations, eh bien, effectivement, il n'y a pas de modification de la pique, mais par contre, on voit qu'il y a quand même une augmentation des doses de sédatifs, mais pas que de la kétamine. En fait, il y a aussi tous les sédatifs qui ont tendance à avoir augmenté à partir de ce moment-là. Alors, finalement, la eskétamine aurait un effet protecteur de ces spreading depolarization, plutôt à forte dose selon ces auteurs, mais il manque d'études prospectives, bien entendu. L'état de mal épileptique super réfractaire, vous en avez déjà entendu parler aussi. La kétamine est proposée en plus des sédatifs du coma, en fait, qu'on doit mettre en place sur ces états de mal épileptiques. Une seule étude rétrospective, monocentrique, et en fait une très très faible qualité, puisqu'on met la kétamine et on constate que dans 64% des cas, eh bien, il y a un arrêt de ce status épilepticus. Alors il ne faut pas oublier quand même que sur un plan expérimental, on se dit c'est bien, on va pouvoir l'utiliser chez les cérébrolésés, pas de problème. Alors il faut faire attention quand même. Il y a des études qui ont l'air de dire que c'est plutôt pas mal, mais je vous rappelle qu'il y a peu d'études prospectives, il n'y a pas d'études prospectives sur la PIC et la PPC, mais de très petits collectifs, pas trop de preuves fortes. Et en plus, la kétamine a des effets neurotoxiques sur un plan expérimental, donc attention à ce qu'on va faire dans l'avenir. Les cérébrolésés, finalement, pareil, on n'a pas de miracle. Je vous ai tout dit sur la PIC, la PPC, les SD, et c'est toujours recommandé dans les états de mal réfractaires. Par contre, attention, dans tous ces cas-là, peu de preuves. Alors les risques, il y a plein d'effets secondaires à la kétamine, on les connaît, et je vais vous montrer deux études, j'ai bientôt terminé. Une étude qui a regardé avec une sorte de comité d'adjudication, c'est une étude rétrospective, mais ils ont analysé les dossiers des patients pour voir si les complications qui étaient survenues étaient en relation ou pas avec la kétamine. Donc vous voyez, un quart des patients avaient une complication en réanimation attribuable à la kétamine, avec surtout des effets hémodynamiques jusqu'à des arrêts cardiaques quand même, un attribuable à la kétamine, une hypersialorée, des troubles neurologiques qui ont quand même nécessité d'aller faire des explorations. Donc ça veut dire que ce n'est pas dénué de conséquences, il faut faire attention. Une autre étude sur les complications hépatiques, plutôt cholestatiques, on va dire, mais hépatiques de la kétamine, avec, pendant le Covid, une bilirubine qui augmentait quand on compare la kétamine au propofol. Et puis, sur un plan épidémiologique, il est quand même montré maintenant que ces patients qui ont eu de la kétamine pendant leur période de Covid, avec des kétamines IVSE pendant plusieurs jours, augmentaient leur risque d'avoir des cholangiopathies, avec des cholangiopathies gravissimes qui se dévoilent à distance. Donc attention à la kétamine au long cours.
Et puis, bien sûr, en fait, la kétamine utilisée soit pour des raisons récréatives, soit pour les problèmes de dépression, et les Américains ont plus de recul là-dessus, et bien là aussi, on a des complications non négligeables, notamment hémodynamiques, notamment neurologiques, même psychiatriques, de cette utilisation de kétamine au long cours, ce qui veut dire que probablement, on n'a pas tout compris encore sur les effets au long cours de cette molécule. Pour conclure, les indications, évidemment, il va falloir encore attendre un peu pour la donner à tous. Il n'y a pas d'études multicentriques randomisées, y compris pour l'épargne morphinique, même si on le fait, je pense, à peu près tous, occasionnellement ou de façon courante dans nos réanimations. Pour le délirium, là, je pense qu'on est vraiment sur, pour l'instant, des publications qui sont contradictoires, donc on ne peut pas en parler pour l'instant. On a montré qu'il y avait quand même une sécurité pour les cérébrolésés, les patients médicaux et cardiovasculaires dans plusieurs études, mais pareil, petit collectif de patients, attention. Elle diminue les spreading depolarization plutôt à forte dose, mais il manque des études prospectives aussi. Et vous voyez les doses de 0,1 à 7 mg/kH dans les quelques études qui ont été faites. Et l'état de mal épileptique, en fait, les recommandations vous donnent les posologies. Donc voilà, donc on n'a pas fini d'en parler, on en entend parler beaucoup actuellement, évidemment, pour des raisons politiques essentiellement, et puis des raisons malheureuses avec les complications que ça peut entraîner pour la consommation récréative. Donc on verra, peut-être M. Duranteau m'invitera dans quelques années pour parler de la kétamine, pour ma part. Je vous remercie de votre attention.